De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 6 avril 2018. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech. Vous le savez, chaque vendredi, une heure pour décrypter donc ce qui s'est passé cette semaine avec, je vous le dis tout de suite, un invité exceptionnel. On a le plaisir de recevoir Luc Julia, qui est le papa de Siri, qui est l'un des éminents spécialistes de l'intelligence artificielle. Il va commenter avec nous l'actu dans un instant en compagnie d'Éric Le Bourlou. Et puis tout à l'heure, ce sera Victor Jakimovic qui me rejoindra. Vous le savez, sa spécialité, c'est les objets connectés. Et on va parler de prises connectées qui réagissent justement à Google Home, à tous les assistants vocaux. Et puis aussi, une autre tendance, c'est la baisse du prix des caméras connectées. Aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, on peut avoir une caméra connectée qui surveille votre maison en Wi-Fi. On en parlera tout à l'heure avec Victor. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle, réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et donc pour débuter, un club de la presse IT exceptionnel, Éric Le Bourlou est là. Bonjour. Éric. Éric, le rédacteur en chef de 01net.com. Et Éric, on l'avait annoncé la semaine dernière, on l'attendait avec impatience, on trépigne, il est là. Et c'est Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour. Merci de revenir nous voir. Tu étais venu il y a quelques semaines de cela. C'était je crois que c'était en octobre-novembre. On avait ensemble échangé sur des propos passionnants de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale. Pas mal de choses ont changé. On va expliquer tout ça dans un instant. Mais Eric, évidemment, on est là pour survoler ensemble l'actualité de la semaine. Et on va commencer par Facebook. Alors bon, c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de Facebook, peut-être un peu trop actuellement, mais c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment. Je pense que Facebook aimerait bien qu'on parle un peu moins d'eux. Je pense, même notamment Mark Zuckerberg. Oui. Hein, oui. Avec la tempête Facebook qui se poursuit, hein, rien ne va plus. Voilà, des millions de comptes dont les données personnelles sont un petit peu partout. Exactement. Et Mark Zuckerberg a réagi encore cette semaine. Oui, il a fait un espèce de grand oral. Alors il va passer bientôt devant le Congrès américain d'ailleurs. Ça va être bien dans très peu de temps. Mais avant ça, il a fait un grand oral face à la presse internationale. Il a appelé à peu près les journalistes de plein de pays dans le monde et pour faire un conf call. C'est quand même un signe, parce qu'il déteste ça, hein, Mark Zuckerberg. Oui, mais donc pour qu'il le fasse, c'est que vraiment, ça sent pas bon là. Oui, non, ça sent pas bon. On l'a vu notamment en bourse, hein, quand même. Facebook en a pris un sacré coup dans la tronche. Donc c'est vrai que ça sent pas bon. Et du coup, effectivement, il a fait un grand oral, une grande session de questions-réponses pour essayer de s'expliquer, de faire un petit peu un mea culpa et de présenter de nouvelles mesures pour essayer de calmer la tempête. Il y a eu beaucoup de choses d'échanger durant ce conf call. On va pas revenir sur tout parce que c'était assez long. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'il a quand même dit que finalement ce scandale Cambridge Analytica avait concerné bien plus de gens que ce qui avait été dit au départ. Alors ça c'est intéressant. Bon voilà, on peut dire il a été transparent. Donc effectivement ils ont aussi annoncé qu'ils allaient donc individuellement prévenir chacune de ces personnes dont les données ont pu être siphonnées par... Mark Zuckerberg va les appeler alors directement par téléphone. Voilà. Non, sans doute que ça va être une notification sur leur compte Facebook. Mais en tout cas, voilà, donc ils seront prévenus. Il y a un effort. Alors, le message global, c'est de dire on va faire davantage d'efforts de transparence. L'autre message qu'il a voulu faire passer, parce qu'il y avait quelques rumeurs qui commençaient à monter, c'est de dire je reste aux commandes. Il n'y aura pas, je vais pas disparaître. C'est moi qui suis responsable. Je suis à la tête de Facebook. J'assume. Et j'assume. Et il prend tout ça personnellement. C'est vrai que ce qui était assez intéressant de voir durant cet entretien avec plein de journalistes, c'est que c'était souvent le jeu qui était mis en avant et pas quelque chose de collectif autour de son entreprise. C'était vraiment lui qui se mettait en avant et qui reconnaissait des erreurs, etc., etc. Donc il en a aussi profité pour présenter quelques nouvelles mesures. Alors parmi les plus emblématiques, il y a notamment la fin de ce fameux annuaire inversé. Alors c'était quelques jours après le premier scandale, on apprenait effectivement, certains le savaient déjà, mais que Facebook disposait d'un annuaire inversé. Donc en cherchant un numéro de téléphone, on pouvait très bien retrouver les coordonnées d'une personne. Donc ça c'est fini, puisque Facebook a expliqué quand même officiellement sur une page de son site que cette fonction avait été utilisée abusivement par des gens qui ont pu, comme de cette manière, récupérer un maximum de données, d'informations personnelles sur des millions et des millions de membres de Facebook. Donc il est possible, d'après ce qu'il raconte même, que l'intégralité
ou presque des utilisateurs Facebook, voilà, il y a peut-être votre numéro de téléphone qui traîne dans la nature quelque part et lié à votre nom, éventuellement à votre profession. Enfin bon, voilà. Donc bon, il y a un effort de transparence qui est fait. Par contre, Facebook reste Facebook. Hein, ça ne va pas changer. Oui. C'est-à-dire Ils utiliseront toujours nos données personnelles Exactement. pour faire de l'argent, parce que c'est le modèle économique de Facebook. C'est le modèle économique de Facebook. Alors effectivement, ils réduisent certaines choses. Ils vont favoriser ils vont permettre aux gens d'activer plus facilement les réglages de privacy, de confidentialité, pour pouvoir les ajuster plus finement. Ils vont faire en sorte que les applications tierces accèdent à moins de données et moins souvent. Mais ce n'est pas pour autant que ces applications n'accéderont plus à vos données, puisque évidemment que c'est un indispensable pour que la machine continue à tourner. Luc Julia, Facebook. Bon, alors voilà, on sait très bien que Mark Zuckerberg est dans une situation un peu compliquée, mais finalement, c'était prévisible tout ça, non? Facebook vit par les données personnelles des gens. C'est le modèle économique, non? C'est le modèle économique. Tant que les gens n'ont pas compris, en fait, il faut fermer la porte. Ils vont exploiter ça. Donc eux, ils vont pas aider à mettre le verrou au bon endroit. Donc quand on dit qu'ils vont maintenant changer les interfaces pour que les gens plus facilement changent les paramètres de confidentialité, on verra. Mais c'est pas leur intérêt. Donc, pourquoi les gens En fait, nous, alors c'est un sujet, on le remarque, hein, qui intéresse beaucoup les journalistes, mais finalement qui n'intéresse pas forcément les utilisateurs de Facebook. Tout le monde a l'air de s'en foutre. Hein. Est-ce que les gens on a l'impression que les gens n'ont pas conscience de toutes les données personnelles qu'ils mettent sur les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est tout à fait ça. Et donc pour moi, c'est un énorme problème d'éducation. On a appris à travers les temps à fermer la porte et à la fermer à clé. À mettre une porte, la fermer à clé. D'accord ? Pour des raisons simples, c'est que quand des gens rentrent, ils nous pillent. Donc, c'est quelque chose, c'est une éducation. On a appris ça. Aujourd'hui, dans le monde numérique, on n'a pas encore appris. Donc, il y a un problème d'éducation. On n'a pas compris que la porte était grande ouverte et que personne ne nous aidait à mettre les serrures où il fallait. Parce que là, ça a été un petit cambriolage, on est d'accord, c'est anodin. Mais le jour où ça va vraiment péter, où il y aura un vrai problème de vie privée, on en a déjà vu. Hein, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut vraiment un drame pour que peut-être les gens se rendent compte, et cet électrochoc. Ben là, c'est chaud quand même déjà, parce que les téléphones, le numéro de téléphone, c'est quand même très très privé, on va dire. Donc, et on parle en milliards. Le fait qu'il soit venu devant la presse et qu'il s'exprime en ce moment, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est très 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 chaud là pour eux. Et Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui tient la barque. Enfin, on a l'impression que il est là, mais que tout ça lui échappe un peu. Moi, j'ai l'impression que finalement, il n'arrive pas à maîtriser Facebook, parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est un énorme monstre qui a, tu disais, 2 milliards d'abonnés, c'est ça, hein? Oui, plus de 2 milliards d'utilisateurs, oui. Si en plus on combine tous les autres services, c'est encore plus que ça. Mais... Tout repose sur ses frêles épaules, c'est compliqué, non? Je ne pense pas que ce soit compliqué. Depuis le jour 1, quand il a fait ça dans sa fac, c'était basé sur cette idée que tout est ouvert, les portes, les fenêtres, et on partage. Donc, il est tout à fait conscient de ça. C'est son modèle économique. Les gens, certains 2 milliards ont accepté, acceptent, ils commencent à se poser des questions. C'est compliqué. Enfin, on a commencé à se poser des questions il y a peut-être 5 ans déjà, mais on n'a toujours pas conscience. Les gens n'ont pas compris encore. Mais c'est son modèle. Lui, il n'a pas d'autre, je pense, aujourd'hui. Donc ça va être compliqué le jour où tout était verrouillé. Ouais, c'est clair. On ne paiera jamais pour avoir Facebook, on est d'accord. Non, alors certains, j'ai vu que certains militaient pour avoir une version de Facebook payante sans tracking. Ouais. Je ne pense pas que ça verra le jour de sitôt, mais effectivement, ça pourrait être une idée de faire une version payante avec moins de tracking, pourquoi pas. Mais non, a priori, Facebook le dit bien, c'est gratuit, ça le restera toujours. Donc voilà. Mais effectivement, Facebook restera Facebook, ça c'est sûr, et il n'y aura pas d'énormes changements quant à la... Donc faites attention, hein, évidemment, sur votre compte Facebook, déjà postez le moins de choses personnelles, et puis verrouillez, allez voir un petit peu dans les paramètres de sécurité. Oui, c'est ça, c'est le conseil à donner, effectivement. On a fait pas mal de pratiques d'ailleurs à ce sujet sur 01net.com. L'autre actu de cette semaine, alors là, elle est passée un petit peu plus, on va dire, oui, par rapport à Facebook, c'est sûr, un petit peu plus inaperçu. Un petit peu plus inaperçu. C'est un mercato, mais un mercato qui a étonné pas mal de,
on va dire, d'observateurs. Ça s'est passé entre Google et Apple. Oui. Le patron, le big boss de l'intelligence artificielle de Google, a été débauché en quelques heures. Oui, ça s'est passé en fait, Par en quelques Apple. jours. Oui, oui, c'est monsieur John Gianandrea, alors j'espère que je prononce bien son nom, qui est effectivement le grand patron de l'IA chez Google, qui s'est mis un petit peu, qui a dit un jour, enfin je sais plus quel jour c'était, mais je m'en vais de chez Google, et puis le lendemain, on apprenait qu'il arrivait chez Apple. Donc il n'a pas été sur le marché du travail, il a clairement été débauché par Apple. Pour reprendre les rênes de l'IA chez Apple. Et notamment on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais pour Siri. Parce que ce monsieur John Gianandrea, qui est arrivé chez Google, si je ne m'abuse, vers 2010, je ne m'abuse, je ne me trompe pas. Il est arrivé, avant il avait une entreprise, il était spécialisé dans le web sémantique. Et son impact chez Google a été assez important parce que ce qu'il a fait notamment chez Google, c'est qu'il a mis au point, enfin lui et ses équipes évidemment, ce qu'on appelle le Knowledge Graph, qui sert aujourd'hui notamment à Google Assistant. Le Knowledge Graph, vous savez, c'est quand vous tapez une recherche dans Google, vous avez des informations contextuelles sur le côté. Souvent maintenant, si vous tapez le nom d'une personnalité, si vous tapez le nom d'une ville, etc. Ça a permis à Google d'avoir en base... C'est-à-dire qu'on n'a pas que des liens, on a du contenu directement qui s'affiche. Voilà. Sur savoir, la page de recherche. Exactement. Par exemple, si vous tapez Cristiano Ronaldo, vous aurez sa taille, éventuellement son poids, son club, etc. Ça a été très important pour Google. Tu regardes du foot maintenant, toi? Non, j'ai vu son but non, comme tout le monde. Quand même. J'ai vu son but comme oui. tout le monde qui était incroyable. Donc je me dis, pourquoi pas Cristiano Ronaldo, mais on aurait pu le dire pour autre chose. Mais vous avez comme ça des informations contextuelles qui sont associées à un personnage, un concept, un lieu, etc. Et effectivement, ça a été capital ensuite pour pouvoir proposer, je pense que Luc pourrait en parler bien mieux que moi, mais pour proposer ensuite quelque chose de contextuel pour assistant. C'est pour ça que désormais vous pouvez dire à Google Assistant quelle est la taille de Cristiano Ronaldo et qui peut vous répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. En fait, il va lire en quelque sorte le résultat du moteur de recherche, voilà, pour schématiser. Voilà. Et oui, pour du moteur de recherche. Et ça, c'est la technologie que ce monsieur a mise au point. Et c'est intéressant de voir que ce monsieur-là va partir chez Apple, qui aujourd'hui est en lutte face à Google Assistant et à Amazon aussi, pour à son tour imposer Siri, qui était le premier assistant vocal du marché, mais qui aujourd'hui a pris un peu de retard par rapport à ce que fait Google. Donc effectivement, sans doute qu'il va avoir une espèce de Big Bang chez Apple de la recherche en matière d'IA, et ça va être, à mon avis, très intéressant de voir ce que va proposer Apple dans les mois qui viennent, peut-être pas, dans les années qui viennent en tout cas. C'est pas anodin ce mercato, non, Luc ? Non, bien sûr, mais il y a deux choses en fait. Il y a la seconde, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire c'est le fait que Apple a pris du retard et que Siri était leader effectivement il y a 8 ans. Alors rappelons que vous êtes le papa de Siri. Le grand-père, je dis, oui. Mais... Voilà, oui, c'est vrai que les années passent. Ouais. Mais bon, c'est un sujet que vous connaissez bien puisque Steve Jobs vous a embauché, c'était en 2010, 2011, c'est 2010, ça Voilà, 2010, pour lancer Siri. Donc c'est rigolo que ce gars-là soit débauché de Google pour en fait accélérer le développement de Siri. Le problème de Siri, on va en parler rapidement, c'est effectivement qu'il n'y a pas ce knowledge graph. Donc il n'y a pas derrière le savoir. D'accord. Il y a un bon speech, c'est-à-dire qu'on peut parler, on peut reconnaître ce qui est dit, on peut comprendre le contenu. Donc ça va. Mais après, on n'arrive pas à lier à une base de données qui est effectivement un peu une araignée, enfin quelque chose qui va aller sur le web, qui est le vrai web, parce que Apple n'a pas de web, d'accord, donc n'a pas de service derrière. J'avais cru comprendre qu'ils avaient une base de données, non, justement. Si je ne m'abuse, ils utilisent celle de Wolfram Alpha notamment. C'en est une qui est utilisée. Wolfram Alpha est très spécialisé, seulement dans des domaines très spécialisés, donc c'est très très limité. C'est pas Google, pour sûr, c'est pas un moteur de recherche. Donc ça, c'est un des problèmes essentiels de Siri. Depuis le jour 1, Siri était marrant en 2010 parce qu'il comprenait, et c'était la première fois que quelque chose comprenait comme ça. Donc c'était pour ça que c'était marrant. Mais ils ont pris effectivement énormément de retard parce qu'il n'y a pas ce knowledge graph derrière, et on ne peut pas demander la taille de Ronaldo, effectivement, et c'est compliqué. Donc ça, c'est dommage. Donc ça, c'est le deuxième point, le point que Apple en a besoin.
L'autre point qui est intéressant, c'est un peu la difficulté de Google, quelque part. Parce que Google est un peu avec Alphabet, avec tout ce qu'ils ont fait dans ces dernières années, ça a l'air compliqué de l'extérieur pour eux un peu. Donc il faut qu'ils fassent attention que ces gens ne partent pas comme ça, pour pas qu'ils soient déshabillés complètement, quoi. Parce que on peut dire que c'est un peu une carte maîtresse de Google qui s'en va, non? Ouais, alors il faut relativiser un peu, parce que l'AI, encore une fois, l'IA, il y a 10 000 mecs qui travaillent dans l'IA, d'accord, dans Google, donc il y en a plusieurs qui vont revendiquer le poste de numéro 1 en IA chez Google. Ça va aller enfin bon, il y a plein de gens qui vont dire qu'ils sont le chef de l'IA. Donc lui, il était effectivement spécifiquement dans le domaine de ces knowledge graphs. C'est de l'IA, c'est du relationnel, c'est de la database, donc c'est un type d'IA. Mais c'est pas toute la stratégie d'intelligence artificielle de Google qui s'effondre. Non, d'accord. Mais cela dit, on le disait, on confronte aussi deux cultures d'entreprises qui n'ont rien à voir. Google, c'est un peu comme Facebook tout à l'heure, on le disait. Voilà, ils gagnent de l'argent par nos données personnelles et par la publicité. C'est pas le modèle d'Apple. Et ce gars-là n'a pas forcément la culture d'Apple. C'est étonnant quand même, non? C'est sûr que oui. En fait, ce qui va être intéressant, c'est savoir comment il va se débrouiller pour justement rendre Siri plus intelligent, entre guillemets, tout en ne profitant pas de données personnelles, puisque c'est vrai que c'est le motto d'Apple. C'est ce qu'ils disent en permanence, c'est que OK, vous payez cher nos appareils, mais derrière, vous êtes tranquille, on protège votre vie privée. Et c'est vrai que c'est compliqué de voir comment ils vont faire. C'est pour l'instant un mystère, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est pas une stratégie, c'est pas la même stratégie. L'écosystème d'Apple est fermé et contrôlé. D'accord, donc c'est quelque chose il faut qu'ils continuent ça s'ils veulent continuer à dire que effectivement les gens sont protégés chez eux. Mais pour créer un knowledge graph, par définition, il va falloir aller aller un peu partout dans le web, dont chez les gens un peu pour savoir ce qui les intéresse, etc. Donc le contexte, ça va être compliqué de le comprendre si on n'a pas plus d'informations sur la personne qui utilise l'appareil. Donc on peut garder des choses localement sur l'appareil eux-mêmes. Ça, c'est l'avantage d'Apple, c'est que en général les gens sont fidèles à l'écosystème, donc ils vont avoir le téléphone, ils vont avoir l'Apple TV, ils vont avoir donc tout un petit écosystème chez eux. Donc on peut peut-être réussir à faire quelque chose avec ça. Mais bon, c'est vrai que conceptuellement, c'est mieux d'être ouvert dans ce cas-là. Mais là, on retrouve le problème de Facebook et le problème de Google aussi, c'est que si on est trop ouvert, ça peut avoir des problèmes. Donc, moi, je reviens à ce problème d'éducation. Il faut éduquer les gens, il faut qu'ils comprennent, il faut leur expliquer. Et à la fin, c'est vraiment eux qui ont le contrôle. Donc, c'est ni Apple, ni Google, ni Facebook qui va avoir le contrôle des données. C'est les gens qui devraient avoir le contrôle. Est-ce qu'il ne faudrait pas à l'école, je ne sais pas moi, 2 heures à partir de, je sais pas moi, peut-être la 6e ou quoi, 2 heures pour apprendre à servir de Facebook, à comprendre les enjeux qu'il y a derrière nos données personnelles. Et c'est pas que Facebook. Vous allez parler plus tard des caméras, des choses qui vont, des objets connectés qui sont dans la maison. Il faut qu'on soit éduqué. Ça, c'est clair. Et donc 2 heures, 10 heures, 30 heures, et il va falloir vraiment, vraiment comprendre ça. Mais pour l'instant, il y a zéro. Il y a zéro. Il y a absolument zéro. Il y a un truc intéressant qui se passe en ce moment en France, c'est GDPR. Je ne sais plus comment on dit en français. Oui. Donc GDPR, c'est excessivement intéressant. RGPD. Donc c'est très très intéressant parce que ça va donner un cadre. Alors moi, je suis pas très pour les institutions qui vont nous formater, parce que je crois que ça va à l'encontre de l'innovation. Mais il faut un minimum. C'est-à-dire que GDPR, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont dire il faut poser une serrure. Maintenant, j'espère qu'ils ne vont pas nous dire où il faut la poser et de quelle couleur il faut qu'elle soit. Donc il y a ça. Mais de dire qu'il faut faire attention, c'est une bonne idée. Donc GDPR, aujourd'hui, tel que je le comprends, ça va permettre au moins de faire ça. Et donc, ça va permettre à des gens comme Facebook et les autres de s'obliger à expliquer qu'il y a une serrure quelque part. Oui, mais ça serait bien aussi que peut-être l'éducation nationale prenne le problème à bras-le-corps et propose quelques heures de formation
Voilà, je crois qu'il y a des formations Internet, mais il faudrait peut-être englober là-dedans aussi Tout à fait, ouais, le danger des réseaux sociaux et de la vie privée. Tout à fait d'accord. Les C'est données pour ça personnelles. que GDPR, c'est très intéressant, mais quand nous, spécialistes, on lit GDPR, on comprend à peu près. Pas tout, mais on comprend à peu près. Mais bon, pour le monsieur Dame, Lambda bien sûr. lit ça, c'est très très compliqué. Donc effectivement, c'est encore une fois un problème d'éducation. Tant qu'on n'a pas formé les gens à ces idées du fait que les bits qui se transforment, qui se transportent, nous mettent en danger, je veux dire, c'est pas évident. Avoir une app sur le téléphone où je peux contacter X et Y et c'est super fastoche et tout ça, c'est rigolo. Mais en même temps, pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que j'ai ouvert? Enfin, je veux dire, c'est très très compliqué à comprendre. Il faudra soumettre l'idée à M. Macron que vous avez rencontré. Peut-être qu'il pourrait être sensibilisé. Et faire Je quelque pense chose. qu'il est sensibilisé. On va en parler dans un instant Je pense d'ailleurs. qu'il est sensibilisé. Et je pense que justement, la force de GDPR et le fait de mettre ce cadre et de l'expliquer, je veux dire, c'est une première étape. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Il faudrait prendre ce truc-là maintenant et dire, expliquons pourquoi on l'a mis en place. Parce que là, aujourd'hui, on met ce truc, GDPR, la moitié des gens, enfin la moitié, Non, et puis c'est 1% un boulet. des gens savent ce que Et puis c'est. c'est une complexité pour les PME qui n'ont pas beaucoup de moyens, Tout à fait. qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Enfin, Mais de toute façon, les délais ne seront pas tenus. Hein. Oui. On sait très bien qu'en mai. Mais bon, les petits, c'est pas très très grave parce que non plus, Ouais. c'est pas non plus contraignant. Pour l'instant, c'est pas si contraignant que ça. Donc, il faut juste faire attention justement que la contrainte freine pas l'avancée économique évidemment. des petits et des gros aussi. Et pour moi, surtout, ne freine pas l'innovation. Je veux pas qu'on me dise comment il faut le faire. Je veux qu'on me dise qu'il y a des limites. Luc, on va parler de vous maintenant. Si ça vous embête pas. Pas votre c'est vie chouette. privée, je ne veux Ouais. pas avoir votre portable parce que Non. ça sert à rien. Il suffit d'aller sur Facebook pour peut-être l'avoir. Je suis pas sur Facebook, donc ça tombe bien. Ah, voilà. Ça marche plus en plus. Il est bien éduqué, hein. On voit qu'il est bien En fait, éduqué. Il ferme la Facebook, porte. J'y vais une fois par an, le jour de mon anniversaire, pour dire merci à tous les gens qui ont posté des trucs. Donc c'est le seul jour où j'y suis et je leur dis toujours à l'année prochaine. Marc n'est pas content. Non, je ne suis pas un bon candidat pour lui, je ne suis pas un bon client. Plus sérieusement, on va parler de vous parce que, alors on le disait, vous avez, on va dire, un vrai background dans le monde des nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle. Le papa de Siri, vous avez travaillé chez Apple, vous avez travaillé pendant de nombreuses années. Enfin, vous avez fait plein de choses. Vous avez créé un logiciel qu'on utilisait, Eric et moi, quand on était petits, s'appelait Orb, qui ne rajeunit pas, ça. qui était un truc très sympa. Enfin, les vieux geeks qui nous regardent connaissent peut-être ce logiciel qui n'existe plus d'ailleurs, hein, qui permettait à l'époque de streamer ce qu'on avait sur notre PC depuis un smartphone. Alors à l'époque, il n'y avait même pas d'iPhone, c'était sur des téléphones. C'était même pas sur un smartphone forcément d'ailleurs. Oui, on peut sur un autre C'est ça qui PC. était fort, 2003. Hein. 2003, vous vous rendez compte 15 ans. Enfin voilà. Et donc vous êtes arrivé chez Samsung il y a quelques années, où vous avez développé tout ce qui était objets connectés dans le cloud. Et donc vous êtes toujours chez Samsung. Oui. Mais là, on l'a appris avec Eric, d'un coup les bras nous en sont tombés. On a vu que vous alliez diriger le prochain centre d'intelligence artificielle qui va ouvrir à Paris et qui est donc chapeauté par Samsung. C'est vous qui allez diriger ça. Tout à fait. Donc oui, le but du jeu, c'est... on avait ouvert il y a 3 ans un petit bureau de R&D, de recherche et développement ici à Paris. Et en tant que Français, je connais les talents de nos ingénieurs. Et Vrai, vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas du. c'est pas du pipeau, non, c'est On a extraordinaire. vraiment un savoir-faire. On a un savoir-faire extraordinaire. Donc moi, depuis 25 ans que je suis dans la vallée, j'ai embauché des dizaines et des dizaines de Français dans la vallée. D'accord. Donc je fais partie de ceux qui ont permis la fuite des cerveaux. J'en suis assez fier en fait parce que ça a permis aussi de nous faire reconnaître comme ça. Quand vous allez dans les boîtes de la vallée aujourd'hui, justement dans tout ce qui est domaine IA, les patrons d'IA dans les grosses boîtes, Netflix, Facebook, etc., c'est les Français. D'accord. Donc c'est un fait, c'est comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'on est bon en maths. Il n'y a pas de secret. Hein. Quoi qu'on en dise, l'intelligence artificielle Pas que tous. je mets. Ouais, pas tous. Enfin, je veux dire, Nous, on est plutôt littéraire avec Eric. mais Mais c'est pas pour autant que. mais Bon, voilà. c'est très bien aussi, mais quelque part, la littérature, c'est des mathématiques, parce que ça s'enchaîne correctement. Oui, c'est vrai. Mais On n'avait bon, pas compris ça quand on était petit. C'est pour ça. mais donc, on est très très bon en maths. On a une logique qui est cartésienne, hein, qui est belle. Et du coup, on arrive à faire des statistiques. Et à la fin, l'intelligence artificielle, ou l'informatique en général, mais l'intelligence artificielle en particulier, c'est pas autre chose que des mathématiques et des statistiques. D'accord ? Aujourd'hui, ça va peut-être changer un jour. Il y aura peut-être de la biologie, il y aura peut-être quelque chose. Moi, je milite pour ça. Je milite pour quelque chose qui va être plus divers que juste des maths, parce que je pense que c'est pas que ça, l'intelligence artificielle. Mais bon, aujourd'hui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on réussit bien. Donc, j'ai embauché des dizaines et des dizaines de Français dans la baie.
Et depuis des années, j'essaie de monter des trucs en France parce que je veux récupérer les talents ici aussi. Parce que il y en a certains qui ne veulent pas aller dans la vallée pour des raisons X et Y que je comprends très bien. Donc voilà, j'ai créé ce petit centre il y a 3 ans maintenant. Là, on va créer un gros centre. On va embaucher une centaine d'ingénieurs pour faire de l'intelligence artificielle à ma sauce, je dirais. C'est-à-dire pas comme on entend aujourd'hui. Eric, alors bon, on va essayer de décrypter tout ça parce que c'est vrai que c'est une décision hautement politique aussi. Emmanuel Macron est monté au créneau en disant voilà, on en a marre que justement il y ait cette fuite des cerveaux, donc finalement il vous en veut pas trop parce que voilà. Mais bon, il prend le problème à bras le corps. Il a sans doute raison parce que peut-être que ces cerveaux-là, au lieu de les faire partir dans la Silicon Valley, on peut les faire travailler ici. Derrière cette décision politique, en fait, est-ce que ça va porter quoi, en fait, qu'il y ait ce centre? Parce qu'il y a le centre de Samsung, je crois, mais Eric, il y a aussi Google qui va en ouvrir un. Google aussi, oui, effectivement, a annoncé qu'ils allaient ouvrir un gros centre d'IA. Il y avait aussi déjà Facebook qui en avait un aussi. Donc c'est vrai que... C'est pas que de la com, tout ça, Eric, à ton avis? Non, mais comme le dit Luc, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de gens de talent en France. Il ne faut pas non plus effectivement le nier. Et puis c'est vrai que par contre, il y a effectivement eu un petit effet d'annonce autour du rapport Villani, qui est d'ailleurs un épais rapport qui est intéressant de lire. Brillant garçon. J'ai fait partie de la mission. Enfin, il m'a interrogé dans le cadre de la mission. Je faisais partie de ces groupes. Je veux dire, la conclusion et la façon dont il l'exprime, c'est extraordinaire. Il a une capacité analytique vraiment très très bonne et il met ça à plat d'une manière que tout le monde puisse le comprendre. Et moi, j'étais vraiment très très impressionné par ses exposés récents la semaine dernière quand il a. Ouais, tout à fait. Donc ça, on peut quand même dire que on peut se dire que voilà, on a quand même quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet. Bon, en matière de mathématiques. Je pense que, il n'est pas mauvais. Je pense qu'il est pas mauvais. Mais effectivement, après, il y a aussi, ça fait partie d'un projet peut-être un peu plus important de remettre un petit peu, de la part de Macron, de remettre la France un petit peu sur le devant de la scène, notamment en utilisant quelque chose dont tout le monde parle effectivement dans la tech aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle. S'il y a un sujet dont tout le monde parle, c'est celui-là. Donc effectivement, il y a aussi sans doute un petit peu de communication pour dire, vous voyez, on sait faire. On est là, quoi. C'est sûr qu'il y a de la com, mais il y a aussi un changement d'ambiance, on va dire. C'est-à-dire que pour des boîtes comme la nôtre, par exemple, pour créer un centre comme celui-là, je veux dire, j'ai eu beaucoup de mal à créer le précédent avec 15 personnes. Pourquoi? Ça coûte cher et c'était compliqué? Parce que la France fait peur. La France faisait peur. D'accord, c'était la raison essentielle pour laquelle j'ai galéré pendant des années pour ouvrir ce premier centre. D'accord, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué parce que il n'y a pas de flexibilité. Bon, on pense pas quand on ouvre quelque chose qu'on va le fermer, mais quelque part il faut être prêt. Et donc savoir que quand on va ouvrir quelque chose, s'il faut le fermer pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, ça va nous coûter 5 ans. De travail, c'est compliqué. Donc ça, depuis la French Tech, donc depuis Fleur Pellerin, ça a commencé à changer un peu, donc c'était super. Donc ça a changé au niveau plutôt purement scientifique. Le fait que maintenant des élèves ingénieurs ont envie de monter leur start-up, ça de mon temps, ça n'existait pas. Dans ma promo, il n'y a personne qui voulait faire une start-up. J'étais le seul taré qui voulait aller faire des trucs un peu différents. Donc aujourd'hui, voir qu'il y a des élèves de l'ENS qui sont à la tête de boîtes comme Blablacar, je veux dire, c'est inimaginable, complètement, d'accord, parce qu'ils ont leur vie toute tracée dans l'administration. Donc ça, c'est un énorme changement, et ça, c'était grâce à Fleur Pellerin il y a 5 ans à peu près. Et là, après, maintenant, Macron est arrivé en tant que président. Il insuffle un nouveau souffle dans l'économie, on va dire, et puis dans la façon dont le travail est organisé. Puis redorer le blason un peu. Et puis ça nous fait moins peur. Et donc ça fait moins peur à une boîte coréenne qui est frileuse et qui a... Donc c'est grâce à Macron, finalement, que Samsung est prêt à mettre... Alors, je ne sais pas combien ça coûte, cette histoire-là, parce que c'est un gros billet. Ça coûte cher. 100 millions, non? Je ne veux pas donner de chiffres, mais ça coûte cher. C'est grâce à Macron. À la fin, oui. Il faut être clair. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est bien beau dire « Allez les gars, on va embaucher 100 personnes, on va faire de l'intelligence artificielle. » Mais ça va servir à quoi? Donc, c'est une excellente question. L'intelligence artificielle a des facettes multiples et variées. Donc, nous, en l'occurrence, évidemment, on va faire en sorte de rajouter l'intelligence artificielle à nos produits. D'accord? Donc, on a des produits aujourd'hui. Vous allez travailler
pour Samsung. Ah, bien sûr, moi, je suis Samsung, D'accord. je travaille pour Samsung, c'est Ok. un labo Samsung. Donc le but du jeu, quand j'ai fait les objets connectés pour Samsung et le cloud pour Samsung, j'ai fait en sorte que tous les objets Samsung se connectent au cloud. Maintenant qu'ils sont connectés au cloud, on va les faire travailler ensemble, ces objets, et avec les autres. Donc une différence, par exemple, de Samsung avec Apple, c'est que notre écosystème est ouvert. Donc on a une politique d'ouverture. On sait très bien que les gens chez eux n'ont pas que du Samsung. Donc on va faire en sorte que maintenant que les objets sont connectés et qui sont aussi potentiellement connectés à autre chose que du Samsung, on va proposer des cerveaux, donc c'est là où c'est l'intelligence artificielle, qui vont être des applications, qui vont permettre à tous ces objets de collaborer ensemble pour vous assister. Et c'est là qu'on va revenir à l'assistant, puisque moi à la fin je fais que des assistants dans ma vie, d'accord, que ce soit des assistants vocaux ou autre chose, les objets vont devenir des assistants. Et quand ils vous assistent, il faut qu'ils vous assistent pas par eux-mêmes, parce qu'ils sont pas assez intelligents tout seuls, ils vous assistent en communauté, parce qu'ils se mettent ensemble. Et pour se mettre ensemble, c'est là qu'il faut créer l'intelligence qui va faire en sorte de les relier, ces choses-là. Mais ça sert à quoi en fait que ces centres d'intelligence artificielle soient en France? Parce que finalement, bon, le bénéfice va aller à Samsung, ce qui est normal puisque vous allez les payer, parce que, etc. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Je dirais, bon, je suis peut-être un peu chauvin, hein, Qu'est-ce que ça va apporter à la France? mais qu'est-ce que ça va apporter à la France? À part des salaires, Oui. voilà. Y a ça c'est pas mal. Aussi, nous, contrairement à d'autres, on paye nos impôts ici. Donc, ça. Oula, ça c'est pas cool pour Google. Non, c'est pas gentil. C'est pas très gentil, hein, franchement. Je suis pas connu comme étant un gars gentil. Mais je vais en payer nos impôts. On fait en sorte. Alors, je vais pas exagérer non plus, mais on est quand même là pour le bien de l'humanité. Alors c'est un peu exagéré ce que je viens de dire là comme ça, mais c'est vrai que les produits que moi je fais ou que je veux faire quand je crée quelque chose, je veux que ça soit pour les vrais gens et que ça leur serve. Donc effectivement, ça servira aux 60 millions de Français ou aux 30 millions de Français qui ont des produits Samsung. Donc je serai content, mais ça va servir aussi aux autres gens dans le monde. Donc à la fin, ce qu'on crée, on les crée pour les vrais gens. Donc ça servira à ça un jour pour eux. Mais dans l'immédiat, le fait qu'on paye nos impôts, qu'on crée des emplois et qu'on fasse ces centres ici, on va racheter 2-3 boîtes, on va faire des trucs comme ça. Donc on va mettre des moyens. Concrètement, c'est quoi le calendrier là? Le calendrier, donc on commence hier. D'accord, donc ça commence juste maintenant. On va partir, on veut avoir peut-être une trentaine, cinquantaine de personnes en 2018, une centaine d'ici 2020. D'accord, donc ça c'est le calendrier à peu près, hein, d'après ce qu'on pense, parce que c'est compliqué d'embaucher. On est en concurrence avec Facebook, avec Google, avec tous ces gens-là. Donc il y a Fujitsu aussi qui a annoncé quelque chose. Donc il y a plein de gens qui annoncent leur centre. Donc on est en concurrence. Nous on est un peu plus D que R. Donc c'est plutôt une bonne recherche, une bonne nouvelle dans le R&D. Donc du coup on va embaucher des développeurs. Et puis comme j'ai dit, on va acheter 2-3 boîtes qui sont des petites startups, parce qu'on aime bien, on est dans l'écosystème des startups, on est dans le centre de Paris, au milieu du Silicon Sentier. On veut être dans l'écosystème, on veut être bien, et puis on veut aider ceux qui sont en difficulté. Donc éventuellement, s'il y a 2-3 boîtes d'une dizaine de personnes qui galèrent un peu mais qui sont bons, on va pas forcément racheter leur technologie, mais on va racheter les gens. Les cerveaux, parce Voilà, que c'est ça. exactement. C'est la bataille du Il y a plein cerveau. de startups qui galèrent, Voilà. mais qui ont des talents, Voilà. elles ne savent pas quoi faire, et Voilà. là, vous Et voulez nous, les charmer. on sera très contents. Vous Ça n'êtes va pas nous les seuls à permettre- faire ça, hein. Ils font Non, tout bien ça sûr. actuellement. Ils font pas tout ça, c'est-à-dire que faire de l'aqua-hire, il faut avoir des moyens de faire ça, parce qu'il faut pouvoir acheter des boîtes. Donc tout le monde fait pas ça, mais nous on est prêt à le faire et on va le faire. Bon, mais très bien, c'est intéressant tout ça. Hein. Ouais. Alors, une question, est-ce qu'il y a une boîte, Luc, que vous trouvez, une boîte techno-française, qui mérite qu'on en parle quelques secondes et qui sort du lot? Il y en a une ou pas? Ou alors il n'y en a aucune? Alors, vous avez parlé de Blablacar. Bon, Blablacar qui est une licorne, c'est un truc c'est la licorne. monstrueux, mais est-ce qu'il y a une boîte tech, je dirais, d'objets connectés ou quelque chose qui sort du lot Je ne veux pas en citer qu'une parce que ça serait pas gentil de faire ça, mais il y en a plein en fait. Et dans plein de domaines différents, donc aussi bien dans la connectivité que dans les objets connectés eux-mêmes, que dans la façon dont on va prendre les données et les modifier et les analyser. Il y a vraiment plein de boîtes qui fourmillent en ce moment, qui sont très intéressantes. Mais je ne veux pas en citer pour pas faire monter leur valeur, forcément. D'accord. Oui. Peut-être parce que vous voulez les racheter aussi. Ça pourrait être une grosse boîte française que Samsung pourrait racheter si. Pourquoi pas? On est là pour faire des acquisitions. On a fait une acquisition l'année dernière, il y a 18 mois maintenant, assez importante, de 8 milliards de dollars avec Harman. Oui, on est là pour
pour s'installer en Europe correctement. D'accord. Et est-ce que vous lancez un appel à, je sais pas moi, aux jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être à la fin de leur cursus scolaire, voilà. Qu'est-ce que vous, c'est quoi le CV idéal pour Luc Julia aujourd'hui? C'est une excellente question et on en parlait justement récemment là avec mon équipe. Le CV idéal, c'est l'informaticien, donc le gars qui sait programmer, d'accord, donc qui est capable de pondre du code, mais qui comprend ce que c'est que les data, donc qui est pas c'est pas un data scientist que je veux forcément, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir manipuler ces data et comprendre at scale, donc dans la grosseur des data qu'on a, comment il va pouvoir les manipuler, comment il va pouvoir faire de la science statistique dessus. Donc le CV idéal, c'est un matheux qui sait programmer. Un matheux qui sait programmer. Ouais. Ce que fait par exemple Xavier Niel avec l'école 42. Très intéressant. C'est vrai? Oui. Vous suivez ça Oui, bien sûr. Ça nous intéresse. On va certainement essayer d'avoir un petit siège à Station F un jour, parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'écoles qui sont dans ce même modèle, qui forment des gens qui sont motivés par cette étoile qui brille là-bas, qui est les stats, les data et tout ça. Donc ces gens-là, ça nous intéresse vraiment parce que à la fin, c'est pas forcément le diplôme. Évidemment, il faut être formé. Évidemment, il faut avoir des bases, des choses. Mais des fois, on n'a pas eu la chance pour une raison indépendante de sa volonté de faire ce qu'il fallait faire à 15 ans. Et donc le faire plus tard et le faire quand on est motivé, quand on est excité. L'excitation, à la fin, c'est le truc le plus important. C'est cool. J'ai une petite question. Tout à l'heure, vous disiez on va le faire à ma sauce. C'est quoi? Comment vous... Ils seront tous obligés de mettre des chemises comme ça. Comment vous direz quelle est votre sauce par rapport peut-être à ce que font Google ou Facebook Je suis un peu fatigué par l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui, et en particulier... Vous avez même dit que l'intelligence artificielle, c'était bidon, quoi. Oui, je le dis, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pas de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce que je dis. Et donc, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que, en fait, les algorithmes, les choses qu'on fait aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'on faisait il y a 35 ans. On n'a pas renouvelé la science encore. Et donc, il y a une opportunité de renouveler la science. Ça ne veut pas dire que c'est complètement mauvais ce qu'on fait, d'accord, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on fait de la connaissance artificielle et de la reconnaissance artificielle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez un robot ou quelque chose, une caméra qui va reconnaître un chat, et que pour reconnaître un chat, il lui faut 1 million d'images de chat, c'est pas intelligent, ça. D'accord? C'est complètement con, si je peux me permettre. Donc, pourquoi c'est complètement con? Parce qu'il a 1 million d'exemples. Et ça appelle le machine learning. C'est du machine learning. Donc là, on a appris à la machine à reconnaître des chats. Il va se viander quand même 0,3% des temps. Un humain, un bébé de 2 ans, on lui montre 2 images de chat, il reconnaît tous les chats. Pourquoi? Donc, quelque part, il y en a un qui est intelligent et l'autre qui est complètement con. Ouais. Mais est-ce qu'un jour, on arrivera à créer cette vraie intelligence? Parce que c'est vrai que le mot intelligence est galvaudé, oui, et c'est pas notre honneur, hein, finalement, hein, parce que l'intelligence artificielle... nous, aujourd'hui, voilà, on a cette faculté formidable, géniale que nous a donnée la nature, c'est cette intelligence. Il n'y a que nous qui l'avons aujourd'hui. Hein, l'informatique ne l'a pas, même si elle fait des trucs incroyables. Mais est-ce qu'un jour, on peut l'imaginer, cette intelligence, arriver sur des bouts de silice, quoi? Donc, c'est le but, mais ça va être, moi, je pense, 1000 ans. À peu près, hein, avant que ça arrive. Donc, on a on a le temps. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. C'est ça. Donc, hein. je pense que là, on en est à peu près à 1000 ans. D'accord. Par contre, évidemment, les machines nous battent au Go. Les machines savent calculer mieux que nous. Vous savez, la machine à calculer, c'est 1642 Pascal. Hein, 1642. D'accord. Depuis 1642, la machine calcule plus vite que nous. Point. C'est tout. Si je vous demande combien fait 364 plus 932... Okay. Attendez, Et la machine de Pascal, elle l'a fait déjà. Ouais. Okay. Oui, c'est sûr. Donc, ça fait très longtemps que les machines nous battent dans des tâches particulières. D'accord. Mais c'est toujours des tâches qui ont des règles. Ouais. Okay. Le Go, ça a des règles. La machine à calculer, ça a des règles, etc. Donc, il n'y a rien qui nous bat à quelque chose qui n'a pas de règles. Aucune machine aujourd'hui n'a innové. L'innovation, c'est l'intelligence. Pour moi, c'est ma définition. Je pense que le gars qui est capable de créer quelque chose, il innove. Et c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est casser les règles. Et donc, par définition, il n'y a plus de règles. Et donc, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas les programmer.
D'accord. Donc voilà, c'est en gros, c'est ça ma sauce. D'accord. C'est de dire qu'il faut autre chose. Et l'autre chose, c'est, je pense, ramener d'autres sciences, d'autres types de sciences pour les cumuler avec les sciences mathématiques, statistiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien travailler potentiellement avec des biologistes, avec des psychologues, avec je ne sais pas qui, mais j'appelle en fait n'importe qui à venir travailler avec nous pour revoir cette intelligence et pour comprendre l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, en fait, là je ne peux pas définir l'intelligence. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, où en est Bixby ? Oh, ça, c'est pas gentil comme question. Ah bah, attendez, on n'est pas là pour être gentil tout le temps. Je veux dire, on vous écoute, on est très heureux de vous avoir, mais c'est vrai que Bixby, Samsung nous en parle depuis un moment et on attend, nous, sur nos téléphones Samsung. Alors, on voit des bouts de Bixby, mais pour l'instant, il n'est pas super intelligent, Luc. Bixby a deux problèmes aujourd'hui. Hein. Bon, c'est le problème d'Apple d'il y a quelques années qui est qu'il n'y a pas de database. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le même, donc ils sont au même niveau. Voilà, ça, c'est un problème. On n'a pas le back-end. D'accord. Donc, on n'a pas la connaissance. Voilà, le knowledge base, le knowledge graph dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un problème. Après, on a un peu de difficulté dans le speech lui-même. Donc il va falloir fixer ça bientôt. Au niveau de langage naturel, on a racheté une boîte qui s'appelle Vive il y a un an, un peu plus d'1 an. Donc Vive va être très bien pour le langage naturel. Je pense que Bixby 2 va utiliser Vive. Pour le speech, il faut qu'on fasse encore un peu de progrès. D'accord. Et c'est pour quand Bixby en France ? Une petite idée ou pas ? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. J'aurais tenté. Hein. Je pense avoir mon petit truc. Il y a des bouts de Bixby en France. Mais oui, il y a des bouts de Bixby, mais la reconnaissance vocale de Bixby existe aux US, je crois, hein, mais pas encore en France. Même pas en 2018, ça pourrait être... Franchement, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Eric, t'en profites. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, par contre, ce qu'on voit, c'est que Samsung a lancé Bixby, effectivement. Là, on voit que Xiaomi lance son propre assistant aussi. C'est quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui par marque. C'est vrai qu'on avait vu... Il y a même Orange qui a lancé... Alors, je ne sais pas trop si vous avez suivi le Jingo. C'est Jingo d'Orange, l'assistant vocal aussi. Je ne l'ai pas vu tourner, mais effectivement, il existe. Et on voit que il pop de partout, tous ces assistants. C'est vrai que même si Google est un petit peu sur toutes les plateformes aujourd'hui, parce que leur ambition c'est de le mettre partout, on voit que chaque gros acteur, Samsung, LG aussi, et maintenant Xiaomi, qui est une entreprise qui est en train de monter assez fort, Huawei aussi en parle beaucoup et a beaucoup misé sur l'IA dans ses nouveaux smartphones, joue cette carte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va exploser dans les années qui viennent. C'est qui le meilleur actuellement de tous ces assistants vocaux, Luc ? Alors, il faut un peu... en gros, il y en a 3, d'accord, hein. Donc, Alexa d'Amazon, Microsoft, et pas mal aussi. Avec Cortana. Et Google Home, Google Now. Donc, c'est les 3, au point de vue purement speech natural language. C'est vraiment les meilleurs. Effectivement, tout le monde après s'essaye et fait des choses. La bataille, c'est la bataille des data. C'est la bataille de contrôle des data pour pouvoir mettre derrière quelque chose qui va permettre de faire du commerce. Mais comment ça va se passer dans 5 ans si on a 70 assistants vocaux ? On ne va pas s'en sortir. C'est un problème. Et justement, c'est pour ça que la plateforme qu'on avait fait, par exemple, qu'on a fait pour Samsung en IoT, c'était une plateforme ouverte pour permettre justement à n'importe qui de créer des ponts. Parce qu'il faut des ponts. C'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas, sauf monsieur Samsung peut-être qui a que du Samsung, ou monsieur Apple qui a que du Apple, sinon on est diverses et donc il faut être prêt. Luc, merci. On a compris que vous recrutez pas mal. Si Luc vous a séduit, n'hésitez pas. Comment on fait pour vous ? LinkedIn. C'est même pas la peine d'aller sur Facebook parce qu'on n'hésite pas. Donc, vous verrez le 6 janvier 2010. On peut vous envoyer des CV sur LinkedIn, il y a sans aucun problème. Et puis donc il y a pas mal de choses qui se trament. Vous allez revenir bientôt, Luc, parce que je sais que vous allez bientôt sortir un livre. Oui, on verra ça quand ça sera. On ne sait pas quand ça sortira. On verra bientôt, oui, mais j'espère très bientôt. Mais je reviens tous les mois en France. Donc, oui. Ah ben voilà, on aura le plaisir de vous accueillir pour partager notre passion des nouvelles techno et de tous ces sujets qui régissent le monde maintenant et qui régiront le monde demain. Merci beaucoup, Luc. Merci. Eric, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera fidèle au poste. Merci en tout cas d'être là pour De quoi je me mêle. Vous restez avec nous. La suite, c'est dans un instant avec Victor Jakimovic et sa sélection d'objets connectés. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. C'est quoi les objets connectés ?